Comédie. Une comédie à propos d'une tragédie. Personnages. Madame de Blainval, le chevalier, Ergaste, un poète élégiaque, un philosophe, un gros monsieur, un monsieur maigre, des femmes, un laquais. Un salon, un poète élégiaque lisant. Le lendemain, des pas traversaient la forêt, un chien le long du fleuve en aboyant errait, et quand le bachelette, en larmes, revint s'asseoir, le cœur rempli d'alarmes, sur la tant vieille tour de l'antique châtel, elle entendit les flots gémir, la triste Isaure, mais plus n'entendit la mandore du gentil ménestrel. Tout l'auditoire. Bravo, charmant, ravissant! On bat des mains. Madame de Blainval. Il y a dans cette fin un mystère indéfinissable, qui tire les larmes des yeux. Le poète élégiaque, modestement, la catastrophe est voilée. Le chevalier, hochant la tête, Mandore, ménestrel, c'est du romantique, ça. Le poète élégiaque. Oui, monsieur, mais du romantique raisonnable, du vrai romantique. Que voulez-vous? Il faut bien faire quelques concessions. Le chevalier. Des concessions, c'est comme cela qu'on perd le goût. Je donnerais tous les vers romantiques seulement pour ce quatrain. De par le pain des Parcitaires, gentil Bernard est averti que l'art d'aimer doit samedi venir souper chez l'art de plaire. Voilà la vraie poésie. L'art d'aimer qui soupe samedi chez l'art de plaire. À la bonne heure. Mais aujourd'hui, c'est la mandore, le ménestrel. On ne fait plus de poésie fugitive. Si j'étais poète, je ferais des poésies fugitives. Mais je ne suis pas poète, moi. Le poète élégiaque. Cependant, les élégies... Le chevalier. Poésie fugitive, monsieur. Bah, à madame de Blainval. Et puis, Châtel n'est pas français, on dit Castel. Quelqu'un au poète élégiaque. Une observation, monsieur. Vous dites l'antique Châtel. Pourquoi pas le gothique? Le poète élégiaque. Gothique ne se dit pas en vers. Le quelqu'un. Ah, c'est différent. Le poète élégiaque poursuivant. Voyez-vous bien, monsieur, il faut se borner. Je ne suis pas de ceux qui veulent désorganiser le vers français et nous ramener à l'époque des Ronsard et des Brébeuf. Je suis romantique mais modéré. C'est comme pour les émotions. Je les veux douces, rêveuses, mélancoliques, mais jamais de sang, jamais d'horreur. Voilez les catastrophes. Je sais qu'il y a des gens, des fous, des imaginations en délire qui... Tenez, mesdames, avez-vous lu le nouveau roman? Les dames. Quel roman? Le poète élégiaque. Le dernier jour. Un gros monsieur. Assez, monsieur, je sais ce que vous voulez dire. Le titre seul me fait mal au nerf. Madame de Blainval. Et à moi aussi. C'est un livre affreux. Je l'ai là. Les dames. Voyons, voyons. On se passe le livre de main en main. Quelqu'un lisant. Le dernier jour d'un... Le gros monsieur. Grâce, madame. Madame de Blainval. En effet, c'est un livre abominable, un livre qui donne le cauchemar, un livre qui rend malade. Une femme, bah, il faudra que je lise cela. Le gros monsieur. Il faut convenir que les mœurs vont se dépravant de jour en jour. Mon Dieu, l'horrible idée. Développer, creuser, analyser l'une après l'autre, et sans en passer une seule, toutes les souffrances physiques, toutes les tortures morales que doit éprouver un homme condamné à mort le jour de l'exécution. Cela n'est-il pas atroce? Comprenez-vous, mesdames, qu'il se soit trouvé un écrivain pour cette idée et un public pour cet écrivain? Le chevalier. Voilà en effet qui est souverainement impertinent. Madame de Blainval. Qu'est-ce que c'est que l'auteur? Le gros monsieur. Il n'y a pas de nom à la première édition. Le poète élégiaque. C'est le même qui a déjà fait 2 autres romans. Ma foi, j'ai oublié les titres. Le premier commence à la morgue et finit à la grève. À chaque chapitre, il y a un ogre qui mange un enfant. Le gros monsieur. Vous avez lu cela, monsieur? Le poète élégiaque. Oui, monsieur. La scène se passe en Islande. Le gros monsieur. En Islande, c'est épouvantable. Le poète élégiaque. Il a fait en outre des odes, des ballades, je ne sais quoi, où il y a des monstres qui ont des corps bleus. Le chevalier, riant. Corbleu, cela doit faire un furieux vers. Le poète élégiaque. Il a publié aussi un drame, on appelle cela un drame, où l'on trouve ce beau vers, demain 25 juin 1657. Quelqu'un. Ah, ce vers.
Le poète élégiaque. Cela peut s'écrire en chiffres. Voyez-vous, mesdames, demain, 25 juin 1657. Il rit, on rit. Le chevalier. C'est une chose particulière que la poésie d'à présent. Le gros monsieur. Ah ça, il ne sait pas versifier cet homme-là. Comment donc s'appelle-t-il déjà? Le poète élégiaque. Il a un nom aussi difficile à retenir qu'à prononcer. Il y a du go, du visigoth, de l'ostrogoth dedans. Il rit. Madame de Blainval. C'est un vilain homme. Le gros monsieur. Un abominable homme. Une femme. Quelqu'un qui le connaît m'a dit. Le gros monsieur. Vous connaissez quelqu'un qui le connaît? La jeune femme. Oui, et qui dit que c'est un homme doux, simple, qui vit dans la retraite, et passe ses journées à jouer avec ses petits-enfants. Le poète. Et ses nuits à rêver des œuvres de ténèbres. C'est singulier. Voilà un vers que j'ai fait tout naturellement, mais c'est qu'il y est, le vers. Et ses nuits à rêver des œuvres de ténèbres, avec une bonne césure. Il n'y a plus que l'autre rime à trouver. Pardieu, funèbre. Madame de Blainval. Quid tantabat dicere versus erat. Le gros monsieur. Vous disiez donc que l'auteur en question a des petits-enfants? Impossible, madame, quand on a fait cet ouvrage-là, un roman atroce. Quelqu'un. Mais ce roman, dans quel but l'a-t-il fait? Le poète élégiaque. Est-ce que je sais, moi? Un philosophe. À ce qu'il paraît, dans le but de concourir à l'abolition de la peine de mort. Le gros monsieur. Une horreur, vous dis-je. Le chevalier. Ah, ça, c'est donc un duel avec le bourreau. Le poète élégiaque. Il en veut terriblement à la guillotine. Un monsieur maigre. Je vois cela d'ici. Des déclamations. Le gros monsieur. Point. Il y a à peine 2 pages sur ce texte de la peine de mort. Tout le reste, ce sont des sensations. Le philosophe. Voilà le tort. Le sujet méritait le raisonnement. Un drame, un roman ne prouve rien. Et puis j'ai lu le livre, et il est mauvais. Le poète élégiaque. Détestable. Est-ce que c'est là de l'art? C'est passer les bornes. C'est casser les vitres. Encore ce criminel, si je le connaissais. Mais point. Qu'a-t-il fait? On n'en sait rien. C'est peut-être un fort mauvais drôle. On n'a pas le droit de m'intéresser à quelqu'un que je ne connais pas. Le gros monsieur. On n'a pas le droit de faire éprouver à son lecteur des souffrances physiques. Quand je vois des tragédies, on se tue, eh bien, cela ne me fait rien. Mais ce roman, il vous fait dresser les cheveux sur la tête. Il vous fait venir la chair de poule. Il vous donne de mauvais rêves. J'ai été 2 jours au lit pour l'avoir lu. Le philosophe. Ajoutez à cela que c'est un livre froid et compassé. Le poète. Un livre. Le philosophe. Oui. Et comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, ce n'est point là de véritable esthétique. Je ne m'intéresse pas à une abstraction, à une entité pure. Je ne vois point là une personnalité qui s'adéquate avec la mienne. Et puis, le style n'est ni simple ni clair, il sent l'archaïsme. C'est bien là ce que vous disiez, n'est-ce pas? Le poète. Sans doute, il ne faut pas de personnalité. Le philosophe. Le condamné n'est pas intéressant. Le poète. Comment intéresserait-il? Il a un crime et pas de remords. J'eusse fait tout le contraire. J'eusse conté l'histoire de mon condamné, né de parents honnêtes, une bonne éducation, de l'amour, de la jalousie, un crime qui n'en soit pas un. Et puis des remords, beaucoup de remords. Mais les lois humaines sont implacables, il faut qu'il meure. Et là, j'aurais traité ma question de la peine de mort, à la bonne heure. Madame de Blainval. Ha ha. Le philosophe. Pardon. Le livre, comme l'entend monsieur, ne prouverait rien. La particularité ne régit pas la généralité. Le poète. Et bien mieux encore, pourquoi n'avoir pas choisi pour héros, par exemple, Malesherbes, le vertueux Malesherbes, son dernier jour, son supplice? Oh, alors, beau et noble spectacle! J'eusse pleuré, j'eusse frémi, j'eusse voulu monter sur l'échafaud avec lui. Le philosophe. Pas moi. Le chevalier. Ni moi. C'était un révolutionnaire, au fond, que votre monsieur de Malesherbes. Le philosophe. L'échafaud de Malesherbes ne prouve rien contre la peine de mort en général. Le gros monsieur. La peine de mort, à quoi bon s'occuper de cela? Qu'est-ce que cela vous fait, la peine de mort? Il faut que cet auteur soit bien mal né de venir nous donner le cauchemar à ce sujet avec son livre. Madame de Blainval. Ah oui, un bien mauvais cœur. Le gros monsieur. Il nous force à regarder dans les prisons, dans les bagnes, dans Bicêtre,
c'est fort désagréable. On sait bien ce que sont des cloaques, mais qu'importe à la société. Madame de Blainval. Ceux qui ont fait les lois n'étaient pas des enfants. Le philosophe. Ah, cependant, en présentant les choses avec vérité, le monsieur Maigre. Eh, c'est justement ce qui manque, la vérité. Que voulez-vous qu'un poète sache sur de pareilles matières? Il faudrait être au moins procureur du roi. Tenez, j'ai lu dans une citation qu'un journal faisait de ce livre que le condamné ne dit rien quand on lui lit son arrêt de mort. Eh bien moi, j'ai vu un condamné qui dans ce moment-là a poussé un grand cri. Vous voyez. Le philosophe. Permettez, le monsieur Maigre. Tenez, messieurs, la guillotine, la grève, c'est de mauvais goût. Et la preuve, c'est qu'il paraît que c'est un livre qui corrompt le goût et vous rend incapable d'émotions pures, fraîches, naïves. Quand donc se lèveront les défenseurs de la saine littérature? Je voudrais être, et mes réquisitoires m'en donneraient peut-être le droit, membre de l'Académie française. Voilà justement monsieur Ergaste qui en est. Que pense-t-il du dernier jour d'un condamné? Ergaste. Ma foi, monsieur, je ne l'ai lu ni ne le lirai. Je dînai hier chez madame de Sénange, et la marquise de Morival en a parlé au duc de Melcourt. On dit qu'il y a des personnalités contre la magistrature et surtout contre le président d'Alimont. L'abbé de Floricourt était aussi indigné. Il paraît qu'il y a un chapitre contre la religion et un chapitre contre la monarchie. Si j'étais procureur du roi... Le chevalier. Eh bien oui, procureur du roi, et la charte, et la liberté de la presse. Cependant, un poète qui veut supprimer la peine de mort, vous conviendrez que c'est odieux. Ah ah! Dans l'Ancien Régime, quelqu'un qui se serait permis de publier un roman contre la torture, mais depuis la prise de la Bastille, on peut tout écrire. Les livres font un mal affreux. Le gros monsieur. Affreux. On était tranquille, on ne pensait à rien. Il se coupait bien de temps en temps, en France, une tête par-ci par-là, 2 tout au plus par semaine. Tout cela sans bruit, sans scandale. Il ne disait rien. Personne n'y songeait, pas du tout. Voilà un livre qui vous donne un mal de tête horrible. Le monsieur Maigre. Le moyen qu'un juré condamne après l'avoir lu. Ergaste. Cela trouble les consciences. Madame de Blainval. Ah, les livres. Qui eût dit cela d'un roman? Le poète. Il est certain que les livres sont bien souvent un poison subversif de l'ordre social. Le monsieur Maigre. Sans compter la langue, que messieurs les romantiques révolutionnent aussi. Le poète. Distinguons, monsieur, il y a romantique et romantique. Le monsieur Maigre. Le mauvais goût. Ergaste. Vous avez raison, le mauvais goût. Le monsieur Maigre. Il n'y a rien à répondre à cela. Le philosophe, appuyé au fauteuil d'une dame. Ils disent là des choses qu'on ne dit même plus rue Mouffetard. Ergaste. Ah, l'abominable livre. Madame de Blainval. Ne le jetez pas au feu, il est à la loueuse. Le chevalier. Parlez-moi de notre temps, comme tout s'est dépravé depuis, le goût et les mœurs. Vous souvient-il de notre temps, madame de Blainval? Madame de Blainval. Non, monsieur, il ne m'en souvient pas. Le chevalier. Nous étions le peuple le plus doux, le plus gai, le plus spirituel. Toujours de belles fêtes, de jolis vers. C'était charmant. Y a-t-il rien de plus galant que le madrigal de monsieur de la Harpe sur le grand bal que madame la maréchale de Mailly donna en 1700, l'année de l'exécution de Damien? Le gros monsieur soupirant. Heureux temps. Maintenant les mœurs sont horribles, et les livres aussi. C'est le beau vers de Boileau, et la chute des arts sut la décadence des mœurs. Le philosophe bas au poète. Soupe-t-on dans cette maison? Le poète élégiaque. Oui, tout à l'heure. Le monsieur Maigre. Maintenant, on veut abolir la peine de mort, et pour cela, on fait des romans cruels, immoraux et de mauvais goût. Le dernier jour d'un condamné, que sais-je? Le gros monsieur. Tenez, mon cher, ne parlons plus de ce livre atroce. Et puisque je vous rencontre, dites-moi, que faites-vous de cet homme dont nous avons rejeté le pourvoi depuis 3 semaines? Le monsieur Maigre. Ah, un peu de patience. Je suis en congé ici. Laissez-moi respirer. À mon retour. Si cela tarde trop pourtant, j'écrirai à mon substitut. Un laquais entrant, madame est servie. Chapitre 1 à 12. Chapitre 1. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids.
Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Chapitre 2. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé, 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La 3e, j'en avais assez dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants, on m'avait ramené sur la paille de mon cachot, et j'étais tombé sur-le-champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. « Il fait beau », dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelque effort, il murmura brusquement « C'est possible ». Je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui diaperait le plafond. « Voilà une belle journée », répétai-je. « Oui », me répondit l'homme, « on vous attend ». Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargés de haillons ensanglantés, les 3 rangs de témoins aux faces stupides, les 2 gendarmes au debout de mon banc, et les robes noires s'agiter, et les têtes de la foule fourmiller au fond dans l'ombre, et s'arrêter sur moi le regard fixe de ces 12 jurés, qui avaient veillé pendant que je dormais.
Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchai comme un portefaix trop chargé. Cependant je suivis le geôlier. Les 2 gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Ceux-là avaient une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au faîte des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième, puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons craquèrent, et pendant que je traversais la longue salle entre 2 masses de peuple murées de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. À cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu, et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce, les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient, et rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, et confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva, on l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, me dit-il. »« N'est-ce pas ?» répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, reprit-il, je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. »« Que dites-vous là, monsieur ?» répliquai-je indigné. « Plutôt 100 fois la mort. »« Oui, la mort. » Et d'ailleurs, me répétait je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela? A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver? Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible. Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune, au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes. Comme par un mouvement électrique, toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était je pense le greffier, prit la parole,
et lus le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres, je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. « Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ?» demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort. Mais l'haleine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive « Non !» Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. « Condamné à mort !» dit la foule. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. « Un condamné à mort !» criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais 2 jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon !» dit la plus jeune en battant des mains. « Ce sera dans 6 semaines. » Chapitre 3. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore? Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes-chiourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ah, n'importe, c'est horrible. Chapitre 4. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure, les pignons dégradés blessent l'œil, je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glaces aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se colle çà et là quelque hâve figure d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie, vue de près. Chapitre 5. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité,
Ils n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge, qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade, une fois par semaine, avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes, et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur. Mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler, bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue, hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois de l'esprit de vaudeville, un cachemire d'osier, une hotte de chiffonnier. La menteuse, la langue. Et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus on ne sait d'où, le tôle, le bourreau, la cône, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secouerait devant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, causent et rient, et parlent de moi, devant moi, comme d'une chose. Chapitre 6. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupée tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et, comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Pourquoi non? Si tout, autour de moi, est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche, et, si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer, et les peindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire, et pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après.
Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit. Car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Eh, c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur et pitié des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, derniers confidents d'un misérable, y auront-ils contribué. À moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'ils n'aillent pourrir à la pluie, collés en étoiles à la vitre cassée d'un guichetier. Chapitre 7. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Jeter bas à l'échafaud après que j'y aurai monté. Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi? Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain, aujourd'hui peut-être, que cela est ainsi? Ô Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Chapitre 8. Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'elles existent, et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée, et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, « Il faut pourtant que cette affaire finisse. » Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelque déjeuner d'amis qui l'en empêche, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain, dès l'aube, on entend dans la place de Grève clouer une charpente, et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout 6 semaines, la petite fille avait raison. Oh, voilà 5 semaines au moins, 6 peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Chapitre 9. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais, et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement punie. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine, c'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins l'intelligence ne souffre pas. Elle dort, elle est comme morte, mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Chapitre 10. Voilà ce que c'est que mon cachot. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exhaussé d'1 degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été.
Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisses toiles d'araignées pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Je me trompe. Au centre de la porte vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits au haut du mur, est divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort parce qu'étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre, tel qu'il fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge, et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ces 2 yeux fixes toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Chapitre 11. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, çà et là des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange, qui se développe page à page, à mes yeux, sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée, épars sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes, avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessus, et ces mots, Vive l'empereur, 1824. Encore des cœurs enflammés, avec cette inscription caractéristique dans une prison, J'aime et j'adore Mathieu d'Anvin, Jacques. Sur le mur opposé, on lit ce mot, Papavoine. Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène, un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre, avec ceci dessous, Bory, la République. C'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle, pauvre jeune homme, que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine, et moi qui me plaignais, moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang, je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonnée en blanc, au coin du mur, une image épouvantable, la figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Chapitre 12. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux, puis mon effroi d'enfant s'est dissipé et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière, et tendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms, parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Dautin, 1815, Poulain, 1818, Jean Martin, 1821, Castaing, 1823. J'ai lu ces noms, et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier, et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme.
Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castaing, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins, voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé, leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédé à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire, ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre. Mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles, une lueur rousse a rempli mes yeux, et puis il m'a paru que le cachot était plein d'hommes étranges, qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le poing, excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou si une impression brusque ne m'eût réveillé à temps. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh, les épouvantables spectres! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts, ceux-là surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans.